les rayons et les ondes vous propose chaque semaine les rencontres de Sophie avec celles et ceux qui font le territoire sur Radio Soleil 35. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, pour les rencontres de Sophie, nous sommes à Champeaux, chez Loïc Baudin, artiste plasticien et constructeur d'une maison passive, donc à Champeaux. Bonjour Loïc. Bonjour Sophie. Alors, je commence toujours ma première question avec le lien, votre lien avec le territoire. Le territoire de Champeaux ou le Alors, territoire non, de la Manche? ça peut être très large. La Manche, la Normandie, l'Ouest, même. Mais en fait, moi je suis breton, Floriane elle est d'Aix-en-Provence. Et on a monté une association de kibbutz bretons en Normandie. Et on rachète en fait toutes les terres pour, c'est un projet de vie, réannexer le Mont-Saint-Michel à la Bretagne. Ça commence bien. Donc le projet, l'installation, en fait, nous on cherchait un endroit pour construire une maison. On voulait un bourg, on voulait pas être isolé. On voulait quelque chose qui soit inspirant, un lieu qui nous inspire. Et Champeaux, c'était parfait. Ça réunissait un petit peu ça cochait toutes les cases. Comment vous avez découvert Champeaux ? Oh ben, j'en avais parlé à droite à gauche. Celui qui m'en avait le mieux parlé, c'était Émeric Le Provost, quand il était à la ferme du Petit Changeon. Ah oui. Il m'avait dit va donc voir à Champeaux. Et le hasard a fait que des habitants qui sont là depuis toujours, les Godefroy, vendaient un terrain. Et on a acheté ce terrain-là en 2019. Et on a commencé les travaux en 2020. Et donc, lui, il avait quoi comme intérêt ? C'était tout près de la côte des falaises de Champeaux, où il y a une vue incroyable sur le Mont-Saint-Michel et la baie. Il y a la forêt qui est juste à côté à Saint-Jean-de-Thomas, où on a une qualité de vie qui est magnifique. Il y a la campagne avec beaucoup de chevaux, de vaches. Donc c'est du bocage, il n'y a pratiquement pas de grands champs. Et on a la mer qui est juste à côté, quoi. Voilà. Et en fait, ce qui est étonnant, c'est que c'est une grande maison, on va en parler, et c'est sur un terrain qui est en plein bourg, en fait. C'était un bout de terrain qui restait, où les Godefroy mettaient des poneys de temps en temps pour tondre la pelouse, quoi. Et il n'y a pas beaucoup de terrain comme ça disponible sur Champeaux. C'est une des seules communes où il n'y a pas de lotissement, il y a une vie de bourg autour du café de pays qui est assez étonnante. Ah ouais, il y a un comité des fêtes qui se bouge pas mal. C'est un tout petit village, il y a 340 habitants, mais il y a une vie, il y a une âme en fait à ce bourg. Et puis la moitié de l'année, il y a des gens qui sont en vacances. Et donc il y a une atmosphère qui n'est pas la même que dans d'autres villes dans les terres. C'est assez étonnant. Et puis on est tout près de Granville, c'est plutôt sympathique. Il y a le train pour Paris. Oui, c'est un joli cadre de vie. C'est des villages, oui, sur la côte qui doublent l'été en nombre de population. Oui. Mais vous avez choisi de vous y installer à l'année. À l'année. On y vit, on y travaille. Alors, pas que... mon activité, moi, elle n'est pas que sur Champeaux, mais c'est en grande partie, on vit, on travaille là. Oui, vous avez aussi un travail... près de Rennes, c'est ça ? Oui, en général, 2 ou 3 jours par semaine, je suis sur Rennes. Voilà. Alors, vous êtes artiste plasticien, alors c'est pas vraiment le sujet de la rencontre, mais quand même, on peut expliquer, vous faites des grandes, enfin de tout format, mais c'est plutôt des statues, parfois des grandes statues, des grandes œuvres ? Il m'arrive en fait de faire des grandes pièces, pas toujours dans l'atelier d'ailleurs, parce que parfois pour des nécessités techniques, c'est plus facile d'aller les faire chez le fondeur directement pour qu'elles soient moulées, coulées. Je peux aussi faire des toutes petites pièces. Parfois, je fais des grandes pièces qui sont constituées de plein de petites pièces et qui donc sont assemblées ensuite dans les lieux d'exposition où je vais exposer. Et donc, on avait une nécessité de réfléchir à une architecture qui soit à la fois une habitation et à la fois fonctionnelle, un atelier. Oui, c'est ça qui a conditionné aussi la réflexion en fait de notre travail, qui a été une réflexion purement théorique au départ. En tout cas, on est revenu à l'essence même de l'architecture telle qu'elle a été construite, c'est-à-dire, alors moi ma référence première, elle était plutôt Bauhaus, donc Walter Gropius, le fondateur de l'école du Bauhaus en Allemagne,
mais qui se référait lui-même à une autre histoire qui m'a touché moi, puisque j'ai été compagnon tailleur de pierre, restaurateur de cathédrale à l'origine, il y a longtemps, et ça me touchait moi, puisque Walter Gropius s'inspirait directement de ce qui s'était passé sur les chantiers des cathédrales. C'est-à-dire que son idée, c'était de dire, on va oublier le 19e siècle où il y avait une fonction pyramidale de l'architecte qui dessine sur plan et qui ensuite donne au corps de métier pour faire exécuter les choses. Et on va à nouveau réunir un architecte, un charpentier et un artiste pour travailler ensemble. C'était vraiment l'idée des cathédrales, c'est-à-dire que les choses se faisaient d'abord dans le temps, les chantiers duraient longtemps, et ensuite elles se faisaient sur place. Donc il y avait aussi beaucoup d'empirique, dans le sens étymologique du terme, c'est-à-dire que les choses s'expérimentaient sur site, et si ça ne fonctionnait pas, ça se cassait la figure, on recommençait. Donc il y avait vraiment quelque chose, à la fois un savoir accumulé, il y avait une fonction de transmission du savoir que les guildes et les compagnons transmettaient, mais il y avait aussi, à chaque fois c'était nouveau, à chaque fois il y avait des essais qui étaient faits, et on testait, et on cumulait en fait nos expériences. Et moi j'ai voulu en fait sur le chantier retrouver ça. C'est-à-dire que si si l'archi disait, si moi j'avais pensé à ça, l'archi disait ouais mais on va faire plutôt comme si pour X raison, et que le compagnon disait non mais là c'est pas possible, c'est une aberration technique, ou alors il y a un pont thermique, ben on oubliait. Donc on était sur le même pied d'égalité de prise de décision. Donc vous n'avez pas travaillé tout seul, c'est ça que j'ai voulu demander aussi. Vous avez travaillé avec un architecte et un compagnon. Oui, c'est ça. Donc j'ai travaillé, j'ai conçu le projet, et je l'ai conçu de façon théorique, comme Walter Gropius aurait pu le faire. C'est-à-dire que j'ai posé 4 piliers. Il y avait un pilier d'abord sur la nécessité technique. C'est-à-dire qu'il fallait que ce soit la fonctionnalité, on va dire. Il fallait que ce soit une maison et un atelier. On en a parlé tout de suite. Deuxièmement, il fallait que ce soit écologique. Je voulais que ce soit une maison qui soit expérimentale, qui soit aussi le fruit des recherches que moi j'avais pu avoir sur la nécessité aujourd'hui de penser et de construire autrement. Il fallait que ce soit économique. Donc c'était parce qu'on n'avait pas beaucoup d'argent. Et puis enfin, il fallait que ce soit esthétique, il fallait que ça nous plaise, donc il fallait que ça rentre dans nos critères. Donc, et j'allais vous demander, en tant qu'artiste, il y avait aussi une fonction artistique de cette maison, enfin une vision esthétique, pas tout à fait une œuvre d'art, mais... alors ça, c'est l'essence du Bauhaus. Si c'est fonctionnel, c'est beau. Ah oui. Donc l'idée étant plutôt de dire, alors évidemment non, parce qu'il y a des choix colorés, la couleur, là on a mis un bleu dans la cuisine, on aurait pu mettre un vert, on aurait pu mettre un rouge, il n'y avait pas de fonctionnalité propre, si ce n'est que le froid qu'on a voulu, là, répondait au chaud qui était là, donc il y avait aussi des... C'est vrai que souvent on met du rouge dans les cuisines, mais finalement vous avez voulu compenser. Nous on a mis les couleurs froides de la baie en fait, donc il y a tous les verts, tous les bleus, bleu-vert de la baie qui sont dans la cuisine, que ce soit sur la crédence ou sur le fond. Mais l'idée était vraiment la fonctionnalité engendre l'esthétique. Donc là, on a un exemple, par exemple, sur le plafond. L'ensemble du plafond de la maison, il est réalisé avec un contreplaqué de bouleau. Et on a fait un calpinage, on appelle ça, c'est-à-dire on a coupé les plaques d'une certaine façon pour les agencer, pour que il n'y ait pas d'autre chose à faire que de poser ce plancher plafond. Et ça forme un dessin, un petit peu comme on pourrait avoir des dessins géométriques dans une œuvre abstraite. Oui, mais on peut retourner la maison. C'était une expérience que Roland Barthes avait fait quand il avait été au Japon. Il avait pris une image d'une maison japonaise et il avait dit retourner l'image. Et quand on retournait l'image, ça fonctionnait des deux côtés en fait. C'est-à-dire que dans les deux sens, ça peut fonctionner. Ce qui est assez étonnant, quoi. Aurèle est d'accord. Donc la maison, elle répond à des critères de maison passive. Donc le principe de base, c'est une unité sous les pieds, 2 unités sur le sol et 3 unités d'isolation sur la tête. Quelle que soit l'unité, ça veut dire que si vous vous trouvez dans un pays très clément, ce qui est un peu le cas chez nous, vous n'aurez pas les mêmes critères d'unité que si vous êtes en Suède ou au Canada et que vous chopez moins 45 l'hiver. Mais c'est le même principe. C'est-à-dire que nous, un triple vitrage à Champeau, où ça descend quand même
Cette année, c'est descendu un petit peu, mais Ah ça ouais, descend quand même assez rarement en dessous de 0. C'est un peu surfait, en fait. Enfin, en tout cas, on a préféré faire l'économie d'un triple vitrage, et d'ailleurs, on n'en voit pas le problème. On a fait un double vitrage, simplement. Donc là, on a 17 cm sur la dalle, en fait, qui est la dalle de l'atelier. On a 39 cm sur les murs, et on a 58 cm sur le plafond. Au-dessus de nos têtes. Oui, quand vous dites le plafond, c'est l'autre plafond, quoi. Enfin... Bah, c'est au-dessus du plafond qu'on voit là, qui est à 5,36 m intérieur. Il y a 60 cm en fait entre le dessous et le dessus. Et ensuite, il y a un vide sanitaire de triangulaire en fait, qui correspond à la pente de toit de 1,50 m au faîtage. Et puis après, les pentes qui meurent à rien de chaque côté. Qui dépassent un peu, ouais. C'est surtout intéressant en fait de voir la notion de la boîte en bois sous la boîte en fer. Parce que l'idée en fait c'était de trouver le toit le moins cher du monde. Et ce bâtiment qu'on a trouvé dans les Vosges là, c'est une boîte qui s'appelle Screb. On a acheté un bâtiment standard avec 3 parties, avec 4 pylônes IPN comme ça. Et c'est du standard. En fait on aurait pu en acheter 10. Donc nous il nous en fallait que 3. Donc on a fait 3 travées. Et on avait un toit, c'était le toit le moins cher du monde. Et sous le toit, on a fait une maison passive en bois. Ouais, donc il y a le principe d'une maison dans une maison, quoi, un peu. C'est une boîte dans la boîte. Ou une boîte dans la boîte. Oui, c'est ça. Ils font ça dans les pays nordiques. Maintenant, ils mettent carrément des maisons sous les serres. En fait, ils font une immense serre et ils mettent une maison dedans, dessous, sous la serre, qui est immense, hein. Et l'été, ils régulent, ils ouvrent, et ça fait une ventilation. Et l'hiver, il n'y a pratiquement pas besoin de chauffage dans la maison. Et le toit, il est quand même incliné. C'est amusant, parce que quand on a déposé le permis de construire, ils nous ont dit « Mais mon Champeau, c'est un joli petit bourg, il faut rester en ardoise, quoi, tu vois. Ouais. » Je dis « Mais vous avez vu des photos d'antan de Champeau ? Vous avez vu des photos anciennes, les premières photos qui ont été faites de Champeau ? Mais c'était du chaume. » Donc l'ardoise ni la tuile ne correspondent absolument pas à ce que c'était dans le temps. Donc il faut s'adapter aux matériaux d'aujourd'hui. Ça c'est du bac acier. C'est du bac acier, c'est le meilleur rapport qualité-prix au niveau du coût, parce que l'étanchéité elle est parfaite, il est floqué, donc il n'y a pas de gouttes qui tombent quand il y a une différence thermique forte. Sinon il y a de la condensation qui se crée. Donc là ça empêche la condensation de goûter. Il y a des parties en verre ou en... Il y a des parties... Mais ça, c'est pour l'atelier. Ouais. Mais si quelqu'un voulait faire une maison, uniquement maison, sans l'atelier... Moi, j'avais une nécessité, en fait, de faire quelque chose qui correspondait à nos attentes, c'est-à-dire une maison atelier. Donc, il y a une partie qui est atelier, la moitié de la surface, et l'autre partie, c'est la maison. Mais on peut faire la même chose avec... 2 travées, simplement, ou une travée. Non, mais je pensais... Là, il y a des ouverts... Enfin, c'est des... les ouvertures, oui, c'est des transparents. Pas, mais des transparents. Voilà, c'est des tôles transparentes qui s'emboîtent dans le bac acier. Et tous les agriculteurs du coin connaissent ça. Mais les supermarchés aussi, hein, c'est les mêmes structures en fait. Sauf qu'elles sont rehaussées, on ne voit pas qu'il y a une pente de toit. Mais on a l'impression que c'est une boîte, mais c'est pareil. Hein. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'extérieurement, c'est beaucoup plus joli quand même qu'un centre commercial. C'est parce qu'on a fait une étude, un travail sur la façon de procéder. Je vais te montrer à l'intérieur et puis je vais t'expliquer comment on a procédé. En fait, on a commencé le premier terrassement mi-mars 2020, premier coup de pelle dans le champ, et on est rentré dans la maison fin octobre, début novembre, on aménageait. 2020 Tout fini, 2020, ouais. Ah oui, c'est impressionnant. Ouais. Et est-ce qu'il y a un vide sanitaire ou alors on parle aussi de puits canadien ou non, alors nous, on a misé sur l'isolation de la maison, uniquement. On est dans un pays clément, donc il n'y a pas besoin de triple vitrage, il n'y a pas besoin de puits canadien, on n'avait pas besoin de géothermie. Il y a une cave ou pas ? Non, on est sur la dalle, il y a un hérisson en fait sous la dalle, et qui laisse circuler l'humidité sous la dalle. C'est quoi un hérisson ? C'est des grosses pierres qui ont été mises, et puis ensuite on a coulé une dalle par-dessus. Et ensuite, nous on a notre isolation. Et au mur, alors à l'extérieur, il y a du Douglas, un bardage Douglas, qui est légèrement espacé en été, quand le bois est sec, et qui est collé en hiver, parce que le bois travaille, en fait. Donc le bois travaille, donc on a
On a fait en sorte que l'écartement entre les bois fasse que l'hiver, ils se touchent, donc l'eau ne peut pas rentrer. Et après, il y a un latage et un contre-latage pour faire tenir en fait le bois. Derrière, il y a du Steico. Alors, le Steico, c'est un produit assez ingénieux qui a été inventé en 1999-2000, juste après la tempête qui a mis par terre, il y a eu une tornade. Ah ouais, ça a été terrible. Ah oui, ouais. il y a eu une tempête qui a mis par terre je ne sais plus combien d'arbres en France, d'hectares d'arbres, est vraiment important. Et la plupart, les arbres étaient ce qu'on appelle roulifs, c'est-à-dire que les têtes avaient vrillé par la tornade, et quand on débitait les troncs, les planches se délitaient. C'est-à-dire que le bois n'était plus lié l'un avec l'autre. Donc on ne pouvait plus l'utiliser, on pouvait en faire que du bois de chauffage. Mais il y avait pas, on n'allait pas faire du bois de chauffage avec autant de mètres cubes. Et donc les ingénieurs français ont trouvé le Steico, là. Donc ils ont broyé le bois, ils l'ont compressé dans du latex. Donc c'est complètement bio, c'est de la sûre compressée dans du latex. Et la partie, alors en épaisseur que l'on souhaite, donc ça va de 3 cm à 6 cm à 12 cm, selon ce que vous voulez faire. C'est en bouffeté, donc il y a une partie mâle et une partie femelle, comme le polystyrène, sauf que c'est un matériau naturel. Et ça se met sur l'ossature bois. Et ça calfeutre complètement la maison. Mais vraiment, hein, c'est étanche. Donc après, il y a l'ossature bois. Il y a un film respirant qui empêche l'humidité extérieure de rentrer dans la maison, mais qui laisse passer, il y a un côté intérieur-extérieur, qui laisse passer l'humidité intérieure, s'il y en a, vers l'extérieur. Après, il y a de la biofibre, donc c'est l'épaisseur des poutres, qui sont les poutres porteuses de la maison. Il y a 15 cm de biofibre. La biofibre, c'est du lin, du chanvre et de la ouate. Ah non, je me trompe, le pare-vapeur, il est après la biofibre. Et après, il y a un contre-latage. Et partout sur les extérieurs, on a mis du lambris, bois comme ça. Parce que Florian avait envie d'un côté... à l'intérieur, vous voulez dire ? À l'intérieur. Ouais. Florian avait envie d'un côté Hampton. Ce qui fait qu'à l'arrivée, on a un mur qui fait plus de 40 cm d'épaisseur, d'isolant. Et dans la maison, il y a 0 pont thermique. 0. Vous voyez ce que c'est le pont thermique ? Je préfère vous expliquer. En physique, souvent, le chaud va toujours vers le froid. Oui. Donc en été, on veut une maison froide. Donc si vous avez un pont thermique, le chaud de l'extérieur va taper sur une huisserie, par exemple, ou sur... on voit beaucoup ça en architecture contemporaine, des très beaux IPN qui ne sont pas du tout isolés. Et qui font contact avec l'intérieur, le soleil va chauffer les IPN. C'est quoi les IPN ? C'est des U en métal, en section, c'est un I, pardon, c'est un I. Et ça permet d'avoir une poutre métallique très solide et qui ne va pas plier, quoi, ni d'un côté ni de l'autre. Et quand vous voyez beaucoup ça en architecture contemporaine, s'il n'y a pas de rupture de pont thermique entre l'IPN extérieur et l'IPN intérieur, c'est un radiateur, l'IPN. Le soleil chauffe, on peut atteindre 60-70 degrés facile. C'est presque chaud à la main, un IPN en extérieur, en plein soleil. Mais il transmet la chaleur et allant toujours vers le froid, il transmet la chaleur vers l'intérieur de la maison. Le pont thermique, c'est ça. Donc il va ramener la chaleur à un moment où on veut du frais dans la maison. Et donc il va chauffer la maison. C'est un radiateur, c'est idiot en fait. Et pareil pour les baies, hein, ça va faire la même chose s'il n'y a pas de rupture de pont thermique. Et l'hiver, c'est le contraire. On chauffe notre maison, ça va chauffer l'IPN, le chaud va toujours vers le froid, ou alors on va chauffer notre dalle béton, par exemple, sur laquelle il y a du carrelage. Elle est reliée à un balcon extérieur, qui est l'équivalent sur un immeuble d'un radiateur de voiture. Et le chaud va dans la dalle va transmettre la chaleur au balcon, et le balcon va refroidir notre chaleur de dedans. Le coup de la chaleur de dedans va chauffer l'extérieur.
Et donc là, le fait d'avoir mis plein de couches différentes, là, d'isolants, etc. Il y a 0 pont thermique. Voilà. Ça coupe le pont thermique. Exactement. Et sur la tête, donc on a toujours une unité en bas, 2 unités sur les côtés et 3 unités sur la tête. Et sur la tête, on a fait des coffres au-dessus du plafond, le beau plafond là que vous voyez. Et on a rempli de papier journal qui est réduit en confetti, qui est compressé, qu'on décomprime le jour où on l'installe. Et on l'injecte avec une machine qui pousse, en fait. On injecte de l'air et des confettis de papier journal sur 80 cm d'épaisseur. On attend que ça se tasse un petit peu, donc ça finit par se tasser. Et quand c'est aux 58 cm, on referme le coffre. Et comme c'est plat, ça bouge pas. Et le meilleur isolant, c'est tout l'air qui est compris en fait entre les confettis et qui empêche que ça passe. Mais en plus, le bois ne transmet pas en fait le chaud. Et donc, pour éviter les montées en température et les redescentes en température, sur une maison qui n'a aucune capacité d'accumuler la chaleur, puisque tout est isolé, et ce sont des matériaux qui ne transmettent pas la chaleur. Et donc derrière, on a fait un mur de masse, donc cette espèce de mastaba, là, de pyramide aztèque. Derrière le poêle. Ouais. Derrière le poêle. Il est complètement isolé de la dalle par du béton cellulaire. Donc le béton cellulaire, c'est des blocs de béton qu'on a injecté de l'air à l'intérieur. Donc il est isolant naturellement, mais il est résistant à la compression. Donc on a mis ça sous le mur, qui fait 4 tonnes et demie, le poids du mur. Et le long du mur, là. Et aussi. sur la dalle, ouais. Il n'y a que les ferrailles qui sont dans la dalle et dans le mur, où la chaleur pourrait éventuellement passer. Autant dire que c'est ridicule, quoi. Et donc là, il y a plus de 4 mètres cubes de béton. Ça va accumuler en fait la chaleur. Donc là, le tuyau du poêle et le poêle, en fait, chauffe. Donc là, c'est tiède. Chauffe cette masse-là. Parce que nous, là, il fait vraiment pas beau, mais il fait pas très froid non plus. On a fait un feu ce matin, on fait un feu ce soir. Mais c'est fini, hein. Après, ça emmagasine, et donc là, ça emmagasine la chaleur. Ouais. Et cette nuit, ça va restituer la chaleur. Et demain matin, on va se lever, il fera 18,5, 19. Ouais, je confirme qu'il fait très bon. Là, nous, même, là, tu vois, il fait 21, 2 en bas. En haut, il doit faire 23, 24. Ah oui, parce que ça monte, la chaleur. La chaleur monte et elle tourne. Voilà. Et la maison est grande. Alors, les pièces au nord, là-bas, là, dans la chambre, c'est un petit peu plus frais. Mais si tu laisses ouvert... Comme les murs sont isolés aussi, les cloisons intérieures sont isolées, avec de la biofibre. Si tu veux frais, tu fermes la porte. Si tu veux chaud, tu ouvres la porte. Donc, c'est un mode de chauffage comme un autre, quoi. Alors, j'avais entendu dire... alors, là, on parle d'une architecture bioclimatique, c'est ça, en fait ça s'appelle comme ça? C'est passif, en fait. C'est alors, c'est quoi la différence? Oui. C'est pareil, en fait. La passivité... C'est le respect de l'environnement et puis les ressources naturelles et... c'est utiliser mais alors... On peut le dire avec des mots savants en parlant de pont thermique et en parlant de physique, mais enfin les anciens ils avaient compris ça. Ouais. Hein. Quand c'est ce que me disait un architecte justement, c'est qu'en fait le bioclimatique on l'a fait jusqu'au 19e siècle. Et c'est après qu'on a oublié tout ça et là on en revient, on y revient. Mais pour moi la meilleure économie d'énergie, c'est l'énergie qu'on ne brûle pas. Et nous ici, on brûle cette année, je pense qu'il a fait froid là, donc cette année on va brûler 4 mètres cubes de bois. Donc c'est pas beaucoup quoi. En volume, c'est vraiment pas beaucoup. Nous on paye 45 € ici en campagne le mètre cube. Donc ça fait vraiment pas beaucoup, hein. Ça fait 200 balles par an de chauffage. On a 60 € par mois d'électricité. Par mois d'électricité. Parce que l'électricité... Oui, pour la lumière et puis... Non, la lumière, le four, les plaques, le frigo, la machine à laver. On vit au 21e siècle, nous. Ouais. Donc l'électricité, oui. Non, mais là, vous faites pas tellement d'économies sur l'électricité. Si, peut-être parce qu'il y a plus de lumière, oui, non...
On fait... Enfin, non, mais par on rapport dépense pas Oui. d'électricité. Enfin, nous, Oui, à c'est la ça. limite, l'abonnement nous coûte plus cher que notre consommation, quoi. EDF est venu là pour essayer de nous proposer des panneaux photovoltaïques. Ils nous ont dit, mais non, mais c'est pas rentable. C'est pas rentable, en fait. Et on paye. On a fait le choix d'un chauffage, pour chauffer l'eau chaude de gaz, parce que moi j'utilise du gaz pour cuire des pièces, parfois en terre cuite à l'atelier. Donc j'ai des grandes bouteilles de propane. Et en fait, une chaudière à gaz, ça tire du gaz quand ça en a besoin, et après, ça s'arrête. Ça veut dire qu'il n'y a pas de ballon d'eau chaude, donc il n'y a pas de maintien, parce que le coût, on n'imagine pas, hein, mais le coût d'électricité pour chauffer de l'eau en permanence, pour tirer occasionnellement de l'eau, c'est complètement dingue. Et ensuite, nous on est au bord de la mer, quand il y a les copains qui débarquent avec les gosses et que tout le monde veut prendre une douche en revenant de la plage, ce qui arrive parfois par chez nous, si en plus vous avez des ados, au bout de 3 shampoings, il n'y a plus d'eau. Nous, à partir du moment où il y a de l'eau et il y a du gaz, elle chauffe tout le temps. Ouais, elle chauffe le temps d'arriver, mais le même temps qu'un ballon va mettre à arriver jusqu'à votre robinet. C'est un petit peu moins, mais pratiquement pareil. Quoi. Et là, nous, on brûle grand maximum 2 bouteilles de gaz par an. Alors, il a vraiment pris beaucoup. On est passé de 80 € en 2020, la première bouteille de gaz, à 120 € là. C'est complètement dingue. Hein. Mais bon, nous, on en a tellement peu que tu mets bout à bout là, toutes les charges que je t'ai données, ça fait vraiment pas beaucoup de charges, quoi. Et en fait, justement, c'est ce que me disait aussi, je m'étais renseignée, les architectes disent que 35% des dépenses de l'habitat, c'est le chauffage. Exactement. Donc là, il y a 35%, si on compte juste un peu le bois et qui non, parce qu'il y a quand même un petit peu de... Pour le chauffage. Une maison aussi grande que la nôtre, pense qu'une construction classique, on est au moins à 300 € d'électricité, de coût électrique, quoi. Au moins, ouais. Et en plus... c'est une maison qui est très agréable à vivre. Mais vraiment, c'est été comme hiver, il fait toujours la même température. L'été, il suffit de fermer les volets pour obstruer nos grandes baies. Parce que, oui, là, ce qu'on n'a pas dit, c'est que, surtout en hiver, quand le soleil est ras, on a tellement des grandes baies que le soleil, en fait, pénètre jusqu'au fond de la maison. Et après, l'idée de l'été, c'est de les occulter, ces baies-là, quoi. Donc, on a des gros volets en bois, roulants, donc ils sont très faciles à rouler. Donc tu vois, c'est un châssis métal qui a été fait chez un métallier chez Lefranc à Saint-Quentin. Et dessus, on a mis du bardage bois à claire-voie. Comme ça, l'été, ça nous fait une magnifique lumière à l'intérieur. Là, tu as une immense baie au sud, de 4 par 3, avec 2 fenêtres standards et 4 impostes standards. Donc tout est standard, donc ça ne nous a pas coûté cher. Et à l'ouest, ça c'est au sud. Et à l'ouest, on a pratiquement la même chose. On a une grande fenêtre de 3 par 3 et une autre de 2 par 2. Donc là, quand le soleil il se lève à l'est, on a le soleil dès le matin. Il passe ici. Quand il a passé l'angle là, il arrive à l'ouest. Là. On a le soleil toute la journée. Et quand on veut... Donc ça, c'est en hiver. Ça réchauffe la maison. Aujourd'hui, il n'a pas chauffé, il n'a pas donné. Mais quand il y a du soleil en hiver, même quand il fait -2, -3, comme il a fait récemment, il n'y a pas besoin de chauffer la maison. Enfin, c'est le soleil qui fait le boulot. Quand il n'y a pas de soleil, c'est le poêle qui prend le relais. Et ça régule le soleil dans la maison. Il fait vraiment bon dans la maison. Et 0 énergie pour faire ça. C'est juste l'isolation, quoi. Et la maison ne nous a pas coûté plus cher qu'une maison standard. Alors, on en a fait pas mal, c'est vrai, on en a fait. Les dimensions, c'est quoi, la maison Alors, maison plus atelier, on a une dalle de 200 mètres carrés au sol. C'est 18 mètres de long par 11 mètres de large. Et 7,50 mètres au faîtage, avec une pente de toit très faible. Ce qui fait qu'on a un volume dessous qui est très important. Et la maison proprement dite doit faire 149 mètres carrés. Avec beaucoup de chambres, alors j'ai l'impression, non ? Il y a une grande pièce à vivre. Oui, il y a 3 chambres. Ouais. 3 chambres, plus un atelier de dessin. Et l'atelier de dessin donne sur l'atelier, mais il est concomitant de la maison, ce qui fait que quand j'ouvre une porte là sur le palier, ça chauffe l'atelier de dessin. Et il est isolé de la même façon.
Et là, j'ai bénéficié d'une subvention de la DRAC pour faire cet atelier de dessin. En tant qu'artiste Ouais, ça s'appelle une aide à l'installation. Ça m'a permis de payer une partie de cette pièce, en fait, supplémentaire. Et du coup, ça vous a donné envie de faire d'autres maisons pour des gens, de proposer? Alors absolument pas, moi je suis pas architecte. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire connaître la maison. J'invite, quand je peux, j'invite les gens, parce que moi je donne de leçons à personne, en fait. Les gens font ce qu'ils veulent, quoi. Moi je dis juste... Regardez votre facture d'électricité. 60 euros, 300 euros, il y a des gens qui sont à 500 euros par mois. C'est faramineux ce que les gens mettent dans le coût du quotidien. On a vraiment, vraiment très peu de charges, quoi. Donc c'est économique, c'est une maison qui est très vite rentabilisée. Et elle est super agréable, elle est belle. Alors elle est belle à mon goût, évidemment. Moi j'ai des critères de maison contemporaine. Il y a des gens qui vont aimer des maisons traditionnelles, mais on peut faire une maison traditionnelle sans pont thermique. La terre, c'est parfait, c'est magique. La terre branchée, c'est formidable. Donc il y a plein de façons de faire. La paille, c'est formidable, quoi. On peut faire une maison en pierre et ne pas avoir de pont thermique à l'intérieur, une maison respirante et très bien isolée. Donc c'est vraiment la maison de demain, en fait, à laquelle il faut réfléchir, quoi. Et d'ailleurs, je pense que ça nous a étonné. D'ailleurs, au départ, on a eu un refus de permis de construire sur cette maison-là. Donc on a été discuté avec Granville Terre et Mer, la section urbanisme. En fait, ils ne sont pas du tout formés. Donc c'était intéressant l'échange qu'on a pu avoir, parce que nous, on leur a expliqué qu'à nos yeux, on était parfaitement dans le PLU, parce que dans le PLU, les maisons devaient ressembler, grosso modo, à l'architecture vernaculaire, ce qui n'a plus de sens aujourd'hui, puisque aujourd'hui, une pente de toit à 45 degrés, c'était logique quand il y avait du chaume sur le toit de la maison. Mais aujourd'hui... avec des matériaux comme le bac acier, ça n'a aucun sens, en fait, c'est pas logique, quoi. Et on leur a expliqué, on devait avoir une architecture qui ressemble à l'architecture ancienne, plutôt que vernaculaire, c'est la même chose, sauf dans le cadre d'une architecture contemporaine de qualité. Et donc on a fait un mini-mémoire d'architecture pour expliquer Walter Gropius, les origines de l'architecture contemporaine, le Bauhaus. La mère nous a dit moi j'ai jamais vu un permis de construire aussi épais. Et on a bien vu, en fait, et c'est pas de leur faute, qu'ils n'étaient pas formés. C'est compliqué, en fait, pour eux de dire mais c'est quoi l'architecture? Et donc ils m'ont dit après mais l'architecture contemporaine, c'est votre maison, donc on peut se baser sur votre maison maintenant qu'on sait ça. Je dis non, pas du tout, parce que peut y avoir quelqu'un qui pense à une maison totalement différente, formellement parlant, mais qui aura les mêmes capacités de... Oui, donc c'est pas une question du tout de forme, c'est une question de principe et d'utilisation de matériaux oui, c'est ça. Aussi naturels, de travailler sur justement l'orientation. Si quelqu'un veut faire une maison en ogive... ça marche aussi, en fait. Nous, on a privilégié la fonctionnalité. Dans l'esprit Bauhaus, qui était de dire si c'est fonctionnel, c'est beau. Et voilà, le toit en est une partie. Alors, on a aussi fait quelque chose, c'est que pendant 4 mois, on a vécu sur le chantier avec les gars et on bossait, quoi. Ouais, donc, vous avez mis la main à la pâte. Voilà. Après, on avait des super artisans, la boîte à cabane, Benoît Le Cardonnel. J'avais embauché Bruno Thierry. Bruno Thierry, c'est quand même avec Michael Deslandes, celui qui est à l'origine des tiny house de Juillet, quoi. Donc, il a fait son tour d'Europe en compagnonnage. Donc, il a toujours une solution technique. Et en fait, c'est que des locaux aussi. Oui, c'est que des locaux. Ah ouais, nous, on a pris que des locaux. L'électricité, la plomberie, c'est Jérôme et Nicolas de Saint-Quentin-sur-le-Haume. Le maçon, c'est Romuald Dutertre à Gilou. Non, on a pris que des locaux. On peut citer, vous parliez de l'architecte et du compagnon. Alors, l'architecte, c'est une amie sur Rennes qui s'appelle Pascal Février, mais elle n'a pas signé, en fait. Elle n'avait pas besoin. Nous, on avait une maison sur le papier qui faisait... la maison d'habitation faisait moins de 150 mètres carrés, donc on n'était pas obligé, légalement parlant, de prendre un architecte. Et elle m'a juste aidé à... toutes les idées que j'avais, elle m'a dit, notamment au niveau de la distribution. Non, mais notamment au niveau de la distribution, on avait fait au départ des chambres beaucoup trop petites sur le papier.
Et donc là, elle m'a dit, non mais là, c'est pas possible, il faut gagner un petit peu. Alors on a repensé un petit peu les choses différemment, mais sur le fond, Bruno nous a beaucoup aidé avec l'archi, justement. Il a expliqué à l'archi comment il fallait faire. Bruno, c'est donc le charpentier. Le charpentier. Voilà. Ouais. Et lui qui avait une grosse expérience en isolation de maison. Et le compagnon alors, dont vous parliez? C'est Bruno Thierry. Oui, c'est lui. Ouais, et les charpentiers qui ont bossé sur nous, Benoît Le Cardonnel, c'est un ancien apprenti de Bruno Thierry. Donc c'est une autre génération qui est un peu plus jeune. Et lui, il est à côté de Vire. Et le bois, le Douglas, vient de la forêt de Saint-Sever. Donc tout le Douglas, là, c'est de la forêt de Saint-Sever. Ouais. Mais donc il y aurait peut-être une idée, vous dites que vous voulez faire un peu de pédagogie, oui, il faudrait peut-être former comment on peut faire. Moi j'ai fait venir mon député pendant la campagne, Bertrand Sort, il a vu le truc, il n'en a pas parlé, il n'a pas touché un mot, donc oui, Bertrand, il faudrait peut-être faire quelque chose, quoi. Moi je pense faut en parler. Faut parler, faut dire les choses, dire qu'on peut, on peut faire des maisons différemment. Peut-être un livre, alors, puisque vous avez commencé, vous dites, avec en étendant votre... Ouais, après, moi, j'ai du boulot par-dessus la tête. Moi, j'adhère plus à l'idée que on fasse une écologie exemplaire. Donc là, pour le coup, moi, je pense que c'est un bâtiment exemplaire, dans le sens où il répondait à toutes les questions, à ce qu'on voulait, quoi, qui fait bon vivre dans cette maison. Alors, on aime ou on n'aime pas l'architecture contemporaine, mais nous, on l'aime, donc ça tombe bien, on est bien dedans. On paye très peu de charges. Que demande le peuple, quoi. Enfin, c'est tout va bien, quoi. Mais il y a d'autres façons de faire. Mais je pense il faut réfléchir différemment. Enfin, mais moi, c'est depuis les années, depuis que j'ai compris ces histoires de pont thermique, c'est-à-dire entre 1985 et 1990, j'ai compris qu'il fallait isoler par l'extérieur. Il fallait arrêter d'isoler par l'intérieur. Même avec des matériaux conventionnels, on peut faire bien. Mais c'est tout un mode de fonctionnement qui est différent. Moi, j'en ai parlé à des promoteurs immobiliers rennais que je connais. Je leur dis, mais pourquoi tu fais pas ça de l'extérieur? Je dis aux grands patrons, je leur dis, mais pourquoi tu n'isoles pas de l'extérieur? C'est parce que les artisans ne savent pas faire, c'est parce qu'on préfère monter une ossature d'abord, et puis couvrir, et puis ensuite on travaille à l'abri, parce que sinon, si on isole à l'extérieur, il faut monter des échafaudages une fois que la structure elle est montée, et puis après il faut isoler, on est sous la pluie, on est sous la chaleur, c'est compliqué, les matériaux sont durs à monter, de ça, donc on ne sait pas faire. Mais il va falloir y arriver. Donc qu'est-ce que vous conseillez à des gens qui voudraient essayer de faire ça D'abord de se renseigner. Enfin, on a quand même un outil assez incroyable, une fenêtre sur le monde qui s'appelle Internet, où il suffit de taper ce que vous voulez, maison passive, maison bioclimatique, et il y a plein de gens qui ont fait plein d'expériences qui sont tout à fait différentes. Il y a des gens, il y a des maisons contemporaines qui font 120 mètres carrés à 100 000 euros. Quoi. Il y a des gens qui arrivent à faire ça. Ils tiennent le truc, quoi. Donc c'est possible. Écoutez, on va rester sur ça, sur cette ouverture. Et merci pour ça, pour cette présentation. Et en effet, on se dit qu'on peut faire des choses et que l'écologie, l'économie et le plaisir aussi peuvent tout à fait s'unir. Oui, tout à fait. Mais je pense aussi qu'il faut que les jeunes architectes... moi, je discute avec certains architectes. J'ai des copains qui ont bossé avec Jean Nouvel. Et quand je leur parle de pont thermique, ils me regardent avec des grands yeux, quoi. Parce que parce que en fait, pour eux, ce qui compte, c'est l'esthétique d'une maison, c'est le dessin d'une maison, c'est l'esthétique. Et c'est pas la fonctionnalité. Ouais. Moi, je suis sculpteur. Mes gens, ils habitent pas mes sculptures. Toi, tu es architecte, tu as un devoir de fonctionnalité. C'est comme les designers, c'est ce qui fait la différence avec une sculpture. Si on s'assoit sur une chaise où on a mal au cul pendant 2 heures, en fait, il a raté son coup. Aussi belle soit la chaise, il a un peu raté son coup, parce qu'elle n'est pas fonctionnelle. C'est ça, en fait, cette maison, c'est ça. Elle est belle, soit, mais elle est belle. Moi j'ai parlé de la beauté sur les 4 piliers en dernier. Parce qu'il fallait que ça passe la barrière en fait des 3 premiers piliers pour qu'on arrive ensuite à l'esthétique.
Eh bien, nous allons nous quitter. Merci Loïc Baudin pour ces explications et tous tes détails. Et je pense qu'on en reparlera parce que c'est vrai que c'est vraiment il faut évoluer vers ça. Et c'est plus de plaisir, plus d'économie et plus de beauté, d'esthétisme. Alors, pour se quitter avec la beauté musicale, votre choix, Loïc, un choix musical. Ce que vous voulez vraiment. Alors, je vais choisir un morceau, un concerto pour mandoline de Vivaldi. Voilà. D'accord. Alors, au revoir Loïc. Au revoir Sophie. Au revoir Floriane. Au revoir.